Plongeons dans une histoire que l'histoire, bizarrement, oublie souvent de raconter. Tu vas te glisser dans la peau de celle dont l'existence se confond avec la terre, celle qui ne possède rien, mais qui est possédée par les saisons. Je veux que tu sentes la terre humide sous tes ongles, l'odeur âcre du fumier, qui est le seul parfum de ton quotidien, et le frottement incessant du chanvre sur tes épaules, alors que tu te penches encore et encore. Imagine le silence épais de l'aube, brisé uniquement par le grincement de la vieille pompe à eau et la douleur sourde, constante, dans le bas de ton dos. Tu n'es pas la dame du château, ni l'ouvrière de la ville. Tu es la femme liée à la terre, et ton sort est scellé. Tu te réveilles avant le soleil. Toujours. C'est comme ça. L'air est si froid qu'il te pique les poumons et tu vois ta propre respiration s'échapper en petits fantômes pressés. Tu te rappelles vaguement les histoires que ta grand-mère racontait sur la ville, sur les dames en dentelle qui dormaient jusqu'à midi. Tu souris, un petit pincement triste. Pour toi, c'est l'appel des bêtes, le bois à fendre, la bouillie à préparer sur le feu qui est ton seul réveil. C'est une réalité d'une brutalité si simple qu'elle en est presque poétique. Tu n'as pas le temps d'avoir froid ni faim. Tu as le temps de faire. C'est ta seule devise. Alors que tu t'habilles dans l'obscurité, tu touches les cicatrices sous le tissu rêche. Non, ce ne sont pas des blessures de guerre, mais les marques laissées par la vie. La lame de la faucille qui a glissé, l'écharde oubliée, la corde rugueuse du puits qui t'a coupé la paume 1000 fois. Chaque femme ici porte ces marques. Elles sont notre langage silencieux, le registre de nos journées. Il n'y a pas d'agenda de réunion ni de to-do list sophistiqué ici. Il y a juste le jour et ce qu'il exige. Et il exige beaucoup. Ce que tu es sur le point de vivre, c'est une existence où la fatigue n'est pas un concept, mais un état d'être. C'est l'histoire de la majorité des femmes à travers l'histoire humaine, celles qui ont fait tourner le monde sans jamais y figurer. Tu vas apprendre que, paradoxalement, ton corps, qui est censé être le tien, appartient d'abord au champ, à la famille, au cycle de la faim et de l'abondance. D'ailleurs, tu vas probablement pas survivre à cette vie, juste pour t'habituer à l'idée. Tu enfiles tes sabots, ce petit bruit sourd sur la terre battue, et tu sors dans l'étable. Le foin sent le moisi et le chaud. Tu t'approches de la vache et tu commences la traite, les doigts engourdis, le rythme régulier et lancinant. Tu n'y penses pas, tu fais. C'est une danse mécanique que tu exécutes depuis que tu es toute petite, la même que ta mère et ta grand-mère avant toi. Tu penses parfois, en regardant le lait crémeux s'écouler dans le seau, à ce que l'avenir pourrait t'apporter. Mais l'avenir n'est pas un long chemin clair devant toi. C'est juste le prochain jour, la prochaine récolte, la prochaine bouche à nourrir. Tes rêves ne sont pas faits de voyages ou d'études. Ils sont faits d'une récolte abondante qui signifierait ne pas avoir faim l'hiver, ou peut-être d'un nouvel outil en fer qui rendrait la tâche moins éreintante. Ce sont des rêves utilitaires, pragmatiques. So, before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe, but only if you genuinely enjoy what I do here. En parlant de ça, si tu es là avec moi, dis-moi juste en commentaire où tu te trouves et l'heure locale. C'est toujours fascinant de voir à quel point on peut être connecté malgré les siècles et les kilomètres. Ah, et petit fun fact historique pour commencer en douceur. Tu sais, c'est au Moyen Âge que la charrue lourde, capable de retourner les sols plus argileux de l'Europe du Nord, a été perfectionnée. C'est l'un de ces moments game changer
qui a défini le paysage agricole et par conséquent, ton travail. Tu sors de l'étable. La lumière est encore faible, le genre de lumière qui ne promet pas grand-chose. Le vent te glace la nuque. Tu te diriges vers le potager pour cueillir les légumes pour la soupe du midi. Tu le fais sans même regarder. Tes doigts savent où se trouvent les feuilles, les racines. C'est un savoir qui est dans tes muscles, pas dans des livres. Tu te dis que si les philosophes des Lumières parlaient de l'égalité des humains, ils devaient oublier l'odeur du purin et le prix de la survie. Historians still argue whether la révolution agricole a véritablement allégé le fardeau des femmes ou si elle a simplement déplacé leurs tâches. Mais pour l'instant, c'est un débat qui t'échappe complètement, car tu es trop occupé à être le labeur. Tu vois, pour beaucoup de gens, la vie à la ferme, c'est la nature romantique, les bottes de foin et les pique-niques. Mais pour toi, c'est un combat constant contre la boue, les parasites et la météo qui te dicte ses lois sans pitié. Tu es une guerrière de l'ombre et ta seule récompense est de vivre un jour de plus. On ne parle jamais de cette force, on parle des rois, des poètes. Mais on oublie la force brute, la résilience de la femme qui seule maintient le foyer, nourrit les siens et prépare la terre pour la prochaine saison, même quand son cœur est lourd de chagrin. C'est une force invisible, mais c'est la seule qui t'importe. Tu as maintenant le panier rempli. Tu marches vers le foyer, le dos courbé non pas par l'âge, mais par la répétition des gestes. Ce matin, comme tous les matins, tu es le pivot de ce petit monde en bois et en terre. Si tu t'arrêtes, tout s'arrête. C'est une petite blague de l'univers, n'est-ce pas? La personne la moins visible est la plus indispensable. C'est ce que tu appelles l'ironie de la charrue. Maintenant, dim the lights, maybe turn on a fan for that soft background hum, and let's ease into tonight's journey together. Le jour se lève à peine. Tu t'éloignes du foyer, le ventre maintenant rempli d'une maigre soupe, mais le corps déjà alourdi par la tâche. Tu es un outil vivant, et ce matin, ton travail consiste à devenir une extension de la terre elle-même. Tu te rappelles ce que ta mère disait, une phrase répétée comme un mantra. La terre ne te donne rien, elle te rend ce que tu lui donnes, et tu lui dois tout. C'est une philosophie de vie rudimentaire, mais indéniable. Tu marches vers le champ, où le grain doit être semé. Ce n'est pas un tracteur qui te précède, mais un arrière tiré par un bœuf. Si vous avez de la chance, et parfois, un humain. Et souvent, ton rôle est de suivre, de ramasser les pierres et les mottes tenaces que l'outil n'a pas pu déloger. Tu sens la terre froide s'accrocher à tes mains et l'odeur des racines déchirées monte vers toi. C'est l'odeur de la survie. Tu te dis qu'il y a quelque chose de profondément ironique dans la manière dont tu es traitée. D'un côté, tu es considérée comme moins forte, moins capable que ton mari ou ton frère pour manier la charrue principale. De l'autre, on t'assigne les tâches qui demandent la plus grande endurance et le plus de minutie. Le sarclage, par exemple. Te baisser pendant des heures, le soleil tapant sur ta nuque, pour distinguer la mauvaise herbe de la pousse fragile du blé. C'est un travail qui demande l'œil d'un faucon et la patience d'une sainte. Un vrai multitasking physique avant l'heure, n'est-ce pas? Tu pourrais presque mettre ça sur ton CV. Experte en désherbage non chimique, endurance niveau marathon. Tu te rappelles aussi que ton apprentissage n'a jamais été formel. Il n'y avait pas d'école pour toi. Tes savoirs se sont transférés par osmose. En regardant ta grand-mère tourner le pain, en écoutant ta mère chanter les chants pour apaiser les bêtes,
en touchant la bonne humidité dans le grain conservé. Ces connaissances, souvent dévalorisées par les historiens, qui se concentrent sur les textes écrits par les hommes, constituent en fait l'épine dorsale de la survie de la famille. Par exemple, le savoir sur les plantes médicinales. Tu es la pharmacienne du village. Tu sais que le bouleau peut soigner une fièvre et que la consoude est excellente pour les coupures profondes. Tu as un diplôme en herboristerie, mais ton diplôme, c'est ta mémoire. C'est un fait historique mainstream assez fascinant. L'invention de la navette volante par John Kay en 1733, puis le spinning jenny de James Hargreaves ont déclenché la révolution industrielle. Mais pendant que ces machines transformèrent les usines, dans ton village, les femmes comme toi continuaient à filer la laine à la main sur des rouets antiques, assurant le vêtement de la famille. Ces deux mondes coexistaient, le progrès fulgurant dans les villes et l'immobilisme séculaire, lié au rythme de la nature, à la campagne. Il y a d'ailleurs un curieux dicton que tu entends souvent. Si la femme est stérile, la terre le sera aussi. C'est une croyance fringe qui colle à la peau des femmes rurales, faisant de ton utérus non seulement une source de vie pour la famille, mais aussi, symboliquement, pour le champ, un poids un peu lourd à porter pour une simple mortelle, tu en conviens? C'est un peu comme si ton KPI personnel était lié au succès de la moisson. Tu te penches pour enlever une racine coriace. Ton dos proteste. Tu penses « Où est mon héritage ?» Ce monde n'est pas censé t'appartenir. Les lois, souvent, sont claires. Le droit d'aînesse favorise le fils, et la terre, le bien le plus précieux, passe de mal en mal. Même si tu as trimé dessus plus que n'importe qui, même si tu la connais intimement, ton travail est invisible, non comptabilisé. Il est considéré comme une tâche domestique, même quand tu es littéralement au champ. C'est un peu comme si on t'offrait une médaille en papier. Historians still argue whether la dot, versée par la famille de la femme à celle du mari, était une compensation pour le travail futur de l'épouse, ou si elle était, en fait, la seule façon pour une femme d'avoir un semblant d'autonomie financière ou de propriété indirecte. Mais pour toi, c'est simple. La dot, c'est de l'argent qu'on ne reverra jamais, et c'est le prix de ton transfert d'une maison à une autre, d'un champ à un autre. Alors que tu te redresses pour étirer ton dos, tu vois ta petite sœur, à peine plus haute que les mauvaises herbes, qui arrive en courant. Elle t'apporte de l'eau dans un bol ébréché. Elle apprend déjà, elle aussi. Elle ne joue pas avec des poupées de porcelaine, mais avec des bouts de bois et des pierres. Elle s'entraîne à survivre. Tu lui souris, sachant que dans quelques années, elle se tiendra à tes côtés, elle aussi, pliant l'échine. C'est le cycle qui se perpétue, sans échappatoire ni appel. Tu bois l'eau fraîche, un luxe fugace. Tu es le maillon d'une chaîne ininterrompue de femmes qui ont nourri le monde. Le travail du paysan, c'est la force brute. Le tien, c'est la résilience infinie. C'est le petit détail qui fait la différence entre la récolte et la famine, entre le chaud et le froid. Et personne ne te donnera jamais de prime pour ça. Tu reposes le bol. Il est temps de reprendre le travail. La terre attend. Elle est patiente, mais elle n'oublie jamais. Tu te sens comme une horloge vivante, ton corps calé non pas sur le son lointain des cloches de la ville, mais sur les signaux implacables de la nature. Il n'y a pas d'été indien ou de printemps précoce dans ta vie. Il y a seulement le temps de la plantation et le temps de la moisson. Deux phases qui exigent de toi des efforts totalement différents, mais également épuisants. Tu es un baromètre, une jauge de l'humidité et de la température. C'est l'été maintenant, et la chaleur est une chose lourde, collante,
qui s'accroche à tes vêtements de lin usés. Tu es au cœur du cycle de la sève, là où toute la vie explose avant de se résorber. Le soleil te brûle la nuque. Tu regrettes de ne pas avoir conservé le vieux chapeau de paille, mais il est tombé en morceaux l'année dernière. Tu te dis que si la crème solaire avait existé à ton époque, elle aurait probablement été faite de graisse animale et de boue séchée. Une vision qui t'arrache un petit rire sec. La peau tannée, c'est ta protection premium. Ton corps, tu le sens, est un reflet direct du champ. Quand la terre est desséchée, tes lèvres se gercent. Quand la récolte est abondante, il y a un peu plus de graisse sous tes côtes. Mais au-delà de la faim, il y a le cycle féminin qui, bizarrement, se synchronise avec les saisons et les croyances. Tu te souviens des rituels. Quand tu as eu tes premières règles, ta mère et les autres femmes t'ont emmené près de la rivière. On t'a lavé avec des herbes spéciales et on t'a dit que ton sang était désormais lié à la lune et, par extension, à la fertilité du sol. C'était ton rite de passage. On ne te parlait pas de carrière, on te parlait de procréer et de produire. Tu sais, dans certaines cultures du monde antique, c'est un fait historique mainstream, souvent mal interprété. Les femmes étaient parfois exclues de certaines phases de la plantation. Mais pas toi, ton travail est continu. Cependant, il existe un curieux tabou lié au concept de la déesse mère. On te dit que si tu es au plus fort de ton cycle, tu ne dois pas toucher certaines semences, de peur que leur pouvoir ne soit submergé par le tien. C'est une sorte de respect mêlé de peur. Tu te dis en souriant que si ton cycle pouvait vraiment fertiliser le champ, tu pourrais t'épargner des heures de travail. Le travail de la moisson est le plus pénible. Tu manies la faucille avec une dextérité que tu n'envies à personne. Tu plies et tu coupes. Tu plies et tu coupes. La poussière de blé te gratte la gorge et tes bras sont lourds comme du plomb. C'est à ce moment précis, pendant la moisson, que ton corps est le plus fortement sexualisé et valorisé. Plus tu es forte, plus tu es une bonne prise. Ton corps n'est pas vu pour sa beauté ou son plaisir, mais comme une machine agricole capable de travailler et d'enfanter. Historians still argue whether le concept de la division sexuelle du travail dans les sociétés agraires était basé sur la force physique réelle des hommes et des femmes, ou s'il s'agissait d'une construction sociale visant à maintenir l'ordre et le contrôle des terres. Mais pour toi, la division est très réelle. Les hommes s'occupent des travaux de force liés à la grande charrue et aux bêtes lourdes, et toi, tu t'occupes de la gestion complète du foyer et de l'agriculture de subsistance, le potager, les poules, la traite, la préparation des repas, la couture, l'éducation des enfants, le filage, tout quoi. Tu te souviens d'une fois, quand tu étais très jeune, tu t'es plainte à ta grand-mère de la douleur constante. Elle avait juste ri, une petite toux sèche, et t'avait montré ses mains, des mains noueuses, déformées par des décennies de labeur. Elle t'avait dit « Tu portes la mémoire du blé dans tes os. C'est le prix de la vie, ma fille. » Tu te dis que c'est une sacrée façon de te motiver. La journée touche à sa fin, le soleil tire sa révérence dans des couleurs dramatiques. Tu rentres à la maison avec ton panier plein et ton dos en feu. Tu es sale, tu sens la terre et la sueur, et tu n'as qu'une envie, tomber. Mais il y a les enfants qui t'attendent, le dîner à préparer, le filage à faire à la lumière de la lampe à huile. Le travail ne s'arrête jamais quand il s'agit de toi. Le champ a beau se reposer, le foyer, lui, est toujours en saison haute. En pensant à la dureté de ce labeur,
tu réalises que l'on ne t'a jamais offert le luxe de l'ennui ou de la dépression. La survie est un stimulant constant, et cette force, puisée dans la nécessité, est la vôtre, celle des femmes liées à la terre. C'est votre héritage invisible, transmis non pas par des titres de propriété, mais par la capacité à recommencer chaque matin. Tu te prépares maintenant à faire le pain. Le geste est lent, réfléchi. C'est la seule alchimie que tu maîtrises vraiment, transformer la poussière en vie. Et la vie, ici, est un miracle quotidien. La saison des récoltes est terminée, mais le travail de la terre ne s'arrête jamais. Il se transforme juste. Maintenant, tu te retrouves plongé dans les stratégies sociales de la survie, et cela commence par le mariage. Tu n'as pas choisi ton mari pour son charme ou pour des vibes compatibles, mais parce que son champ jouxtait le vôtre, ou parce que sa famille avait un bon bétail, ou, plus simplement, parce qu'il n'y avait pas d'autre option viable. C'est l'union de deux unités de production, pas de deux âmes sœurs. L'amour romantique, c'est pour les poètes dans les villes. Ici, l'amour, c'est quand la charrue ne casse pas. Ton mariage, c'est l'événement qui scelle ta valeur. Tu es maintenant l'épouse, la génitrice et l'ouvrière d'une nouvelle maison. On te regarde avec une intensité terrifiante. Les femmes âgées t'examinent. Es-tu assez large pour enfanter facilement? As-tu les mains assez fortes pour pétrir le pain et traire la chèvre? Tes capacités sont ton trousseau, plus que les quelques chiffons et outils que ta famille a pu rassembler. Parlons du trousseau, justement. Il n'est pas fait de dentelle fine. Souviens-toi, tu fabriques la tienne. Mais de draps tissés à la main, de quelques outils de cuisine, peut-être une vache laitière ou un cochon. C'est ta contribution au capital de la nouvelle ferme. C'est le prix que l'on paie pour ton corps et ta force de travail. C'est un peu triste, mais c'est la pure économie de ta vie. Un trousseau était historiquement vital, car il représentait un transfert de richesse d'une famille à l'autre, un fait historique mainstream. Sans trousseau, une femme était souvent considérée comme un fardeau, ou n'avait qu'un accès limité au mariage. Le plus grand enjeu de ce transfert, c'est ta fertilité. Tu es sous une pression constante pour tomber enceinte rapidement. Chaque mois passé sans un ventre arrondi est un murmure d'inquiétude, une angoisse palpable. Une naissance réussie t'assure ta place. Une naissance d'un fils te donne une sécurité quasi royale dans la maisonnée. Tu es le canal qui garantit l'héritage de la terre. C'est là qu'intervient une croyance curieuse qui persiste dans ta région. On dit que si l'on te donne à manger des œufs doubles ou des graines de grenade pendant la nuit de noces, cela augmenterait tes chances de porter des jumeaux, assurant ainsi plus rapidement de la main-d'œuvre à la ferme. Ces petits rituels, à la limite de la magie populaire, montrent à quel point la reproduction est intrinsèquement liée à la production agricole. Historians still argue whether la forte natalité dans les sociétés agraires était uniquement due à l'absence de contraception efficace, ou si elle était en fait une stratégie économique consciente pour garantir une source constante de main-d'œuvre familiale non rémunérée. Pour toi, c'est un peu des deux. Tu n'as pas le choix, mais tu sais aussi que plus d'enfants, c'est plus de bras pour te soulager un jour. Après ton mariage, tu as découvert les tâches des femmes mariées. Le travail ne diminue pas, il devient plus complexe. Tu gères désormais le garde-manger, tu planifies les semis de légumes pour nourrir tout le monde, tu es l'experte en conservation, le séchage, le salage, le fumage, toutes ces techniques vitales pour survivre à l'hiver. Tu n'es plus seulement celle qui obéit, tu es celle qui administre la survie quotidienne.
C'est une forme de pouvoir, mais un pouvoir silencieux et sans gloire. C'est un peu comme être la PDG d'une start-up de survie, mais sans les stock options. Tu te rappelles avoir vu la vieille mère Agnès, stérile, reléguée aux tâches les plus ingrates et traitée avec une pitié méprisante. Sa tragédie était d'avoir manqué à son devoir productif. Cela t'a appris, très jeune, que ta plus grande force, ton armure, était ta capacité à porter et à mettre au monde. Ce n'est pas un choix de carrière, mais une obligation biologique qui détermine ton statut social. Aujourd'hui, tu te tiens dans la cuisine, les mains couvertes de farine, les enfants jouant bruyamment à tes pieds. Tu es le cœur battant du foyer, mais aussi la cheville ouvrière. Tu sens le poids des attentes, le regard des belles sœurs et de la belle-mère qui jugent ton travail à chaque geste. Ton statut n'est jamais acquis, il est renégocié quotidiennement à travers la qualité de ton pain, la propreté de ta maison et surtout la santé de tes enfants. Tu regardes le feu dans la cheminée, c'est ton autre allié. Tu as appris à le gérer, à le nourrir, à le maintenir vivant. Sans lui, pas de nourriture cuite, pas de chaleur, pas de survie. Tu penses que le feu est un peu comme ta vie. Il exige une attention constante et brûle en silence pour le bénéfice de tous. Et tu continues à pétrir. Le rythme dans tes mains est celui d'une femme qui sait que son labeur est le prix de l'appartenance à cette terre dure, mais familière. Ton travail n'est pas seulement physique, il est aussi profondément imprégné de superstition et de symbolisme. Tu n'es pas seulement une ouvrière agricole, tu es, aux yeux du village, la gardienne du cycle vital, le réceptacle de la fertilité. Ce n'est pas une mince affaire, et c'est ce que tu dois gérer aujourd'hui. Le mythe de la fertilité te colle à la peau. Il est tissé dans chaque geste que tu fais au champ. Tu es en train de préparer les graines pour les prochains semis. Tu ne te contentes pas de les trier. Tu les berces. Tu chantes une vieille mélopée transmise de mère en fille, dont les paroles sont à moitié oubliées, mais dont la mélodie est censée apaiser l'esprit de la terre. C'est un peu ta version du team building avec la nature, tu vois. Tu crois sincèrement que si tu traites les graines avec respect, la terre sera plus généreuse. C'est un fait historique mainstream que, dans de nombreuses cultures agraires, le culte de la déesse mère ou des figures féminines de la fertilité, comme Cérès chez les Romains ou Déméter chez les Grecs, était central. Ces mythes reflètent l'idée que la femme, par sa capacité à donner la vie, est intrinsèquement liée à la capacité de la terre à donner la nourriture. Ton propre corps devient un microcosme de l'univers agricole. Il existe, dans ta tradition, une bizarrerie rituelle avant la période des semailles. Tu dois marcher nu, la nuit, le long du premier sillon du champ. Ce n'est pas un geste de provocation, mais un acte sacré. Le contact de ta peau avec la terre est censé transférer ta propre puissance génératrice au sol, garantissant ainsi l'abondance. C'est le genre de choses que les citadins trouveraient scandaleux. Mais ici, c'est une nécessité économique, un gage de survie. Oui, c'est froid. Tu te dis que tu devrais vraiment demander un prime de risque pour ce genre de performance nocturne. Le poids de ce symbolisme est lourd. Si la récolte échoue, si les bêtes tombent malades, il y aura toujours une vieille femme ou un homme aigri pour se demander « Qu'a-t-elle fait? A-t-elle négligé ses devoirs? Son corps n'est-il pas assez pur ?» Tu es constamment en évaluation, non pas par des supérieurs, mais par des forces invisibles et par la communauté. Ta réputation et ta sécurité dépendent de ta connexion spirituelle, perçue à l'abondance.
Tu te rappelles quand le puits s'est asséché l'été dernier. La première chose que l'on t'a demandé de faire n'a pas été de creuser plus profond, mais d'y jeter des fleurs séchées et d'y chanter pour l'eau. Tu l'as fait, bien sûr, parce que l'espoir est un luxe que tu ne peux pas te permettre d'ignorer, même quand la logique te dit le contraire. C'est l'union de la nécessité et de la foi. Historians still argue whether ces rituels de fertilité étaient une forme de contrôle social sur le corps et le comportement des femmes, ou s'ils étaient de véritables expressions d'un respect profond pour le pouvoir créateur féminin. Pour toi, c'est un mélange des deux. Tu te sens honorée d'être la gardienne de la vie, mais aussi prisonnière de cette responsabilité écrasante. Dans ton quotidien, cette croyance se traduit par un autre fardeau. C'est toi qui t'occupes des morts-nés et des animaux malades. Tu es celle qui doit accompagner la vie hors de ce monde. Tu as une connaissance intime du cycle de la vie et de la mort, un savoir que l'on considère trop délicat ou trop impur pour les hommes. Tu prépares les petits corps pour la terre, tu murmures des prières pour que leurs âmes se transforment en bonnes semences pour la saison suivante. C'est un rôle ingrat, plein de chagrin, mais essentiel. Alors que tu termines de tresser les paquets de semences, une tâche qui demande une grande patience, tu regardes par la fenêtre. Ton mari est au champ, maniant la charrue. Son travail est visible, bruyant, valorisé. Le tien, ici, dans l'ombre de la maison, est silencieux, rituel et symboliquement essentiel. Sans ton travail de l'invisible, sans tes chants et tes connaissances des herbes et des cycles, il serait confronté à la famine, même avec la meilleure charrue du monde. Tu sais que la véritable magie n'est pas dans le fait de marcher nu, mais dans le fait de continuer à se lever chaque matin pour accomplir le labeur ingrat, en dépit de la fatigue. C'est ça, la résilience. C'est ça, ton pouvoir caché. Tu es la femme terre, celle qui est la condition sine qua non de la survie de la communauté. Et maintenant, tu dois aller t'occuper du feu. Le mythe est beau, mais le pain ne se fait pas tout seul. Après des mois passés l'échine courbée, le destin t'offre un répit fugace, une parenthèse qui te rappelle qu'il existe un monde au-delà de ton champ. C'est le jour de la foire, la seule occasion où tu peux t'éloigner de la ferme sans que ce soit pour une urgence vitale. Ce matin, tu t'es levé encore plus tôt pour finir les tâches essentielles avant de pouvoir te préparer. Tu as mis ta robe la moins tachée, ton châle le plus chaud, et tu as attaché tes cheveux. C'est un petit événement, ton jour de sortie. La foire, c'est l'endroit où la communauté agricole se rencontre, échange, et, chose cruciale, vend ou achète le nécessaire. Mais pour toi, c'est bien plus. Marcher vers le bourg, c'est la première fois depuis des lunes que tu vois des visages qui ne sont pas de ta famille. Tu sens l'excitation monter, comme une bulle rare dans le poids de ton quotidien. C'est ton break de l'année, ta seule chance de networking en personne, version Moyen-Âge. En arrivant, l'air est saturé de bruits et d'odeurs que tu ne connais plus. L'odeur du pain d'épices chaud, le cri des marchands de volailles, le cliquetis de l'outillage neuf. C'est une symphonie de la vie urbaine. Enfin, la vie d'un bourg, ce qui est déjà une métropole à tes yeux. Tu t'émerveilles devant les étals, des rubans colorés, des épices exotiques que tu n'utilises jamais. Le poivre, c'est pour les riches. Et surtout, des objets manufacturés qui te semblent d'une complexité déroutante. Tu as vu une femme qui vendait des livrets de prière imprimés. C'est un fait historique mainstream que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg
a lentement commencé à rendre les livres accessibles. Mais dans ton monde, il reste des trésors rares. Cette femme t'a regardé, l'air si propre, si différent de toi. Elle est une bourgeoise, ou peut-être l'épouse d'un artisan. Tu la regardes avec un mélange d'admiration et de distance. Son dos, à elle, n'est pas courbé par la charrue. C'est là que tu entends une discussion animée entre deux marchands sur une plante nouvelle qui arrive des colonies lointaines. Ils parlent d'un légume étrange qui pousse sous terre. Tu ne connais que les choux et les navets. Ce curieux tidbit t'apprend que le monde est en train de s'ouvrir, que de nouvelles nourritures circulent, même si elles n'arriveront probablement jamais jusqu'à ta table. C'est une perspective rare sur l'évolution du monde agricole et culinaire, une fenêtre sur l'avenir. Mais la foire est aussi le lieu où tu rencontres les autres femmes de la terre. Vous échangez des conseils, des semences, des recettes. C'est votre moment de sororité silencieuse. Vous comparez vos prix pour la laine, vous vous plaignez du mauvais temps, vous partagez des remèdes contre la toux des enfants. Ces échanges sont vitaux. Ils te rappellent que tu n'es pas seul à porter ce fardeau et que votre savoir collectif est une force non négligeable. Tu te rappelles avoir entendu, l'année dernière, un débat entre deux étudiants en droit venus de la ville. Historians still argue whether l'existence de ces marchés et foires rurales a contribué à l'émancipation partielle des femmes en leur permettant de gérer de petits revenus personnels issus de la vente de produits laitiers ou d'œufs, ou si cela n'a fait qu'ajouter une tâche de plus à leur charge de travail. Pour toi, c'est l'occasion de tenir de l'argent que tu as gagné, pas reçu. Et ça te donne un pouvoir infime, mais réel. Tu as vendu une douzaine d'œufs et un petit cochon que tu avais élevé en cachette. L'argent, tu le gardes précieusement dans une petite bourse nouée à ta ceinture. C'est ton pécule secret, destiné à acheter un nouveau couteau ou un meilleur tissu pour les enfants, des choses dont tu as besoin, mais que ton mari pourrait considérer comme superflues. C'est ton budget de gestionnaire. Alors que le soleil commence à décliner, le brouhaha de la foire s'estompe, remplacé par une mélancolie légère. Tu as acheté une petite aiguille neuve, un luxe minuscule, et tu repars avec le sentiment étrange d'avoir été déconnecté de la réalité. Tu as vu des gens qui ne travaillent pas le sol, des gens qui lisent des livres, des gens qui portent des chaussures sans bout. C'est une vision inspirante, mais aussi décourageante. Tu te tournes vers la route qui te ramène à la ferme. Plus tu marches, plus l'air se fait familier, l'odeur du foin, la terre sous tes sabots. La parenthèse se referme. Tu es de nouveau la femme de la terre, la gardienne du foyer. L'aiguille neuve dans ta poche te rappelle l'existence de l'extérieur, mais elle te rappelle surtout le travail qui t'attend. Recoudre, tisser, continuer. L'évasion est terminée. Il est temps de préparer la soupe du soir avec les mêmes choux qu'avant. Mais tu as un secret, un murmure de la ville, qui restera en toi jusqu'à la prochaine foire. Le murmure de la foire s'est éteint, ne laissant derrière lui que le silence familier du labeur. Mais ce silence est parfois rompu par une autre absence, bien plus profonde et significative. L'absence des hommes. Tu te réveilles un matin et la dynamique de la ferme a basculé. Soit la guerre est venue réclamer les jeunes hommes, les transformant en soldats et laissant la terre sans bras vigoureux. Soit la faim et le manque d'opportunités les ont poussés vers la ville, vers les usines naissantes ou les colonies lointaines. Ils sont partis chercher la fortune. Toi, tu restes pour sauver la survie. C'est ton heure, celle de l'émancipation forcée. Paradoxalement,
C'est l'absence qui te confère le plus de pouvoir et de responsabilité. Tu n'es plus seulement l'assistante, la préparatrice ou la mère. Tu es la chef d'exploitation par défaut. Le fardeau qui pesait sur les épaules de ton mari ou de ton père repose désormais entièrement sur les tiennes, en plus de toutes tes tâches habituelles. Tu réalises que le télétravail existait déjà, sauf que ton bureau, c'est un champ de 10 acres. C'est là que ta force cachée se révèle. Tu prends la charrue lourde. Tu t'accroches à la poignée. La boue te colle aux chevilles. Le travail est 2 fois plus lent, 3 fois plus douloureux, mais il est fait. Tu as appris à atteler le cheval ou le bœuf, à réparer le joug, à tailler le bois pour l'hiver. Des tâches considérées masculines deviennent tes responsabilités quotidiennes, non pas par choix, mais par nécessité absolue. Tu es à la fois la gestionnaire, la fermière, l'ouvrière et la mère. C'est le super-pouvoir de la femme rurale en période de crise. C'est un fait historique mainstream que pendant les 2 guerres mondiales, même si tu es bien avant cela, le concept reste le même lors des guerres de conscription. Le rôle des femmes dans l'agriculture a été absolument crucial. Elles ont non seulement maintenu la production alimentaire, mais elles l'ont souvent augmentée, prouvant que la division des tâches était avant tout une question de culture et non de capacité physique. Tu te souviens d'une vieille légende, un curieux tidbit de ton village. On disait que lorsque les hommes partaient en guerre, la plus âgée des femmes devait bénir les outils de labour avec du lait de la dernière traite. Cela était censé empêcher la terre de se sentir abandonnée et de refuser de produire pour des mains de femmes. Ce mélange de superstition et de pragmatisme montre à quel point on t'accordait soudainement un rôle vital, presque magique, dans la continuité de l'abondance. La pression est immense. Si tu échoues, c'est la famine pour tes enfants. La communauté te regarde, non plus pour juger ton trousseau ou ta fertilité, mais pour évaluer ta compétence technique et ta résilience. Tu es obligé de devenir pragmatique, calculatrice et d'une efficacité redoutable. Tu ne pleures pas, tu comptes les semences, tu répares le toit, tu négocies le prix du grain au marché. Historians still argue whether cette prise de pouvoir temporaire par les femmes en l'absence des hommes a eu un impact durable sur leur statut social à leur retour. Pour toi, tu sais que lorsque ton mari reviendra, s'il revient, il est fort probable qu'il reprenne les rênes publiques de la ferme. Mais quelque chose aura changé pour toi. Tu ne pourras jamais oublier que tu en es capable. Tu as acquis une confiance en soi forgée dans la boue et la sueur. Tu te tiens devant la grange, la silhouette sombre dans le soleil déclinant. Tes mains sont plus calleuses que jamais, tes épaules sont larges, et ton regard est celui d'une capitaine qui a réussi à maintenir le navire à flot dans la tempête. Tu as non seulement fait le travail, mais tu as pris les décisions. Quand planter, quoi vendre, où investir, même si l'investissement, c'est juste un nouveau seau en métal. Tu penses à ton mari parti. Tu lui écris parfois, ou tu fais écrire par le prêtre. Tu ne te plains pas de la difficulté. Tu lui dis simplement « Le champ est entretenu, les enfants sont nourris ». C'est ta manière de lui dire que tu as tenu bon. C'est ta victoire silencieuse, ta preuve de valeur. Cette force que tu as découverte n'est pas une nouveauté. Elle était juste dormante, masquée par les conventions sociales. Maintenant, tu as goûté à la pleine responsabilité. Et même si la vie était insoutenable, elle était pleinement tienne pendant cette période d'absence. La nuit tombe. Tu rentres à la maison. Le travail physique est terminé, mais la gestion mentale continue. Tu fais les comptes sur la vieille ardoise,
s'assurant que tu auras assez de grains pour le mois prochain. Tu es la femme qui a sauvé la ferme. Et ça, c'est un titre bien plus précieux que n'importe quel trousseau. Même lorsque tu as goûté à la liberté amère de la pleine responsabilité, même lorsque tu as prouvé que tu pouvais manier la charrue aussi bien que n'importe quel homme, la tradition est une force plus lourde que la boue d'hiver. Le retour à l'ordre ancien est souvent inévitable, et c'est là que commence la révolte silencieuse, ou son étouffement. Tu te retrouves à jongler avec l'épuisement et une nouvelle conscience de ta valeur. Tu sais que tu es indispensable, mais la société paysanne, elle, est conçue pour l'invisibilité de ton travail. Lorsque ton mari, ton père ou ton frère est revenu, s'il est revenu, il a naturellement repris sa place au sommet de la pyramide familiale. Tes décisions, jugées vitales il y a peu, sont redevenues des suggestions ou des petites préoccupations féminines. C'est un peu comme si ton poste de PDG temporaire était soudainement rétrogradé à assistante polyvalente non rémunérée. Tu commences alors à sentir le poids du silence. Il y a des jours où tu te sens bouillir, où l'injustice de la situation te presse la poitrine. Tu as vu comment les autres femmes tentent de résister. Certaines s'accrochent à la gestion de l'argent issu de la vente des œufs et des produits laitiers, transformant ces petites transactions en une forme de pouvoir économique secret. C'est une tentative de résistance subtile, mais puissante. Chaque sou mis de côté est une petite victoire contre le contrôle total. Le fait historique mainstream que tu connais, sans en connaître le nom, est l'existence des communautés agricoles matriarcales ou matrilinéaires dans certaines régions, souvent isolées, où les femmes détenaient la propriété des terres ou transmettaient le nom de famille. Mais ta réalité est celle de la majorité, une structure patriarcale rigide qui valorise la force publique de l'homme et l'obéissance privée de la femme. Tu te souviens d'une vieille voisine, Mère Jeanne, qui a tenté une véritable révolte. Elle avait refusé de faire le pain pendant 3 jours, exigeant de son mari qu'il l'aide à ramasser les pommes de terre. C'était un acte de défiance radicale. Le mari, humilié par le scandale et la faim, a fini par céder un peu, mais la communauté, et surtout les aînés, l'ont condamné. Les vieilles femmes sont souvent les gardiens les plus féroces de la tradition, car c'est la seule structure qui leur a donné, à elles aussi, leur propre rôle, même limité. Tu apprends que la révolte n'est pas toujours une confrontation bruyante, elle est souvent un acte de lenteur délibérée. Tu t'accordes une pause plus longue au puits. Tu oublies de faire certaines tâches pendant une journée. Ces petites victoires sur ta propre charge de travail sont tes minuscules manifestations personnelles. Elles ne changent pas le monde, mais elles t'empêchent de craquer. Il y a un curieux dicton qui court. Une femme qui se tait a le chant qui murmure pour elle. Cela signifie que ton mécontentement n'a pas besoin d'être exprimé. Les hommes le savent. Ils le sentent à la manière dont tu pètes les plombs, en jetant violemment un ustensile ou en parlant plus fort aux enfants. Ton humeur devient un indicateur climatique pour la maisonnée. C'est ton seul levier de négociation, la pression psychologique du silence passif-agressif. Historians still argue whether la culture orale, les contes, les chants de travail, les berceuses, que tu transmets à tes enfants, est un simple divertissement, ou si elle est, en réalité, un véhicule caché de résistance féminine, transportant des leçons sur l'autonomie et des critiques voilées du pouvoir masculin. Pour toi, c'est surtout la façon de garder les enfants occupés. Mais tu reconnais que les héroïnes de tes histoires sont toujours des femmes rusées, pas des princesses qui attendent d'être sauvées. Alors que tu t'occupes du lessivage,
une tâche incroyablement lourde et salissante, tu te surprends à sourire amèrement. Ta force physique est maintenant acceptée, elle ne fait plus débat, mais elle n'est plus saluée. Elle est simplement attendue. Tu es devenu une machine fiable, et les machines n'ont pas d'opinion. Tu décides que ta véritable victoire réside dans ta connaissance. Tu connais les quantités exactes de grains nécessaires pour l'hiver. Tu connais la maladie qui afflige le bétail avant que quiconque ne la remarque. Tu es le cerveau logistique de cette entreprise. Tu laisses les hommes prendre les grandes décisions bruyantes, vendre ce cheval, acheter ce terrain, mais tu t'assures que les vraies décisions de survie, la répartition des provisions, la gestion de l'eau, restent entre tes mains. C'est le contrôle par le détail, la seule autonomie que l'on ne peut pas t'enlever. Tu termines la lessive, l'eau sale t'éclabousse. Tu te redresses. La révolte est un feu lent, pas un incendie. Et ton feu, tu le gardes à l'intérieur, le nourrissant de la certitude que sans toi, cette terre, cette ferme, cette famille ne serait rien. C'est ta force, et elle n'a besoin d'aucune approbation masculine pour exister. Les années ont filé comme les grains de sable dans le sablier de la cuisine. Le temps, dans le monde rural, n'est pas mesuré par les horloges, mais par l'épaisseur des couches de calcaire sur tes mains, par la profondeur des sillons sur ton front, et par la façon dont les nouvelles générations prennent la relève. Tu entres maintenant dans la phase de l'exil intérieur, celle où ton corps, usé par des décennies de labeur incessant, t'oblige à ralentir, et où ton rôle change du tout au tout. Ton corps te rappelle chaque matin le prix de la survie. Tes genoux craquent, le froid pénètre tes os, et la douleur est devenue une vieille compagne, constante et familière. Tu ne peux plus te pencher aussi facilement, ni soulever les lourds seaux de laitière sans t'essouffler. C'est la nature, impitoyable, qui te force à t'arrêter. Tu te dis que si la vieillesse était un produit, tu demanderais un remboursement immédiat pour défaut de fabrication. Tu observes la nouvelle génération, celle qui marche dans tes pas. Tes filles et tes brus continuent le travail. Mais leurs mains sont déjà un peu plus douces, leurs esprits un peu plus vifs. Elles ont vu des changements, même minimes. Elles ont entendu parler de nouvelles machines, peut-être un moulin communautaire plus efficace, ou un meilleur système d'irrigation. Elles ne sont plus aussi fatalistes que toi. C'est là que tu vois le déclin lent de ton mode de vie. La modernité arrive, non pas avec fracas, mais avec un grincement lent et inéluctable. C'est un fait historique mainstream que la révolution industrielle a drainé les populations rurales vers les villes, laissant derrière elles les plus âgés et les plus attachés à la terre. Tu vois les jeunes hommes partir plus souvent, plus loin, et tes propres enfants reviennent avec des idées étranges, des objets manufacturés brillants, et la notion qu'une vie sans bout est possible. Tu te rappelles un curieux débat que tu as eu avec ton petit-fils, récemment rentré de la ville. Il parlait de la rotation des cultures d'une manière scientifique, citant un agronome. Pour toi, c'était un savoir instinctif, transmis par l'expérience et l'observation des saisons. L'idée que l'on puisse lire ces choses dans un livre, au lieu de les apprendre en touchant la terre, te paraît absurde et légèrement menaçante. L'ancien savoir, le tien, devient soudainement démodé. Ton nouveau rôle est celui de la mémoire et de la gardienne des petits secrets. Tu es maintenant la personne qui sait comment conserver le grain sans qu'il pourrisse, comment soigner la fièvre avec des racines, et quand la météo sera mauvaise en lisant le vol des oiseaux.
Tu es l'encyclopédie orale de la ferme. Ce rôle te donne une nouvelle forme de prestige, celle de l'expérience, mais il est passif. Tu ne fais plus la force, tu diriges la connaissance. Historians still argue whether le rôle des femmes âgées dans les sociétés agraires passait de la productivité physique à l'autorité morale et à la transmission culturelle après la ménopause. Pour toi, c'est clair. Tu as cessé d'être la force de production pour devenir la force de tradition. Tu veilles à ce que l'ancienne manière de faire ne soit pas oubliée trop vite, même si tu sais que le changement est inévitable. Tu t'assois près du foyer, filant la laine lentement. C'est un travail qui ne demande pas de te pencher, un luxe bienvenu. Tu regardes ta bru manier le beurre avec une vigueur que tu envies. Tu te dis qu'elle est plus bruyante que toi, plus prompte à argumenter avec son mari sur la gestion des bêtes. Elle a plus d'audace que tu n'en as jamais eu. Un jour, elle t'a demandé si tu avais été heureuse dans cette vie. Tu as souri, un sourire fatigué et ambigu. Le bonheur n'est pas le mot. La satisfaction de la survie, oui. La fierté d'avoir nourri les tiens avec la sueur de ton front, absolument. Mais le bonheur, ce concept léger et futile, était réservé à un autre monde. Tu lui as répondu simplement « La terre n'est pas faite pour le bonheur, elle est faite pour durer ». Tu sens que tu te prépares pour l'ultime exil. Le cycle est presque complet. Tu es là, assise à la fenêtre, regardant le même champ que tu as labouré toute ta vie, et il ne t'a jamais appartenu. Tu as donné ton corps, ta force, ton temps, pour le nourrir. Et maintenant, il te reste peu à donner. Ta plus grande contribution à ce stade est le calme que tu apportes au foyer, le silence rassurant de ta présence. Tu attends. La terre t'a tenu et elle t'attend. Tu ne mourras pas, tu te résorberas simplement. Après une vie passée à te lier au sol, à l'entretenir et à en dépendre, le cycle se boucle. Tes derniers jours ne sont pas remplis de drames, mais d'une lente dégradation. Un affaissement tranquille qui mime l'automne et le repos de la terre avant l'hiver. Tu es alité, et paradoxalement, c'est la seule fois de ta vie où le labeur te libère, où l'on t'ordonne de te reposer. Tu regardes les poutres sombres du plafond, le même toit sous lequel tu as travaillé, enfanté et veillé. Tu entends les bruits de la ferme, maintenant gérée par la prochaine génération. Tu reconnais le cliquetis de la pompe, le bêlement des chèvres, la voix de ta petite fille qui chante la même mélopée que tu chantais il y a 60 ans. Ces sons sont le dernier lien avec ton existence, la preuve que le cycle continue, même sans toi. Le chant est la seule chose qui te manque vraiment. Tu sens son odeur, même de l'intérieur, la terre fraîchement retournée, le foin séché, le parfum lourd des pommes de terre stockées. Tu as été sa gardienne, sa servante, son cœur invisible, et maintenant, il est prêt à te réclamer. C'est un fait historique mainstream que la mortalité infantile et maternelle était extrêmement élevée dans les sociétés agraires. Pour toi, atteindre cet âge est en soi une victoire silencieuse, une preuve de la force incroyable que tu as puisée dans cette terre. Tu as survécu à la faim, à la maladie et à des dizaines d'hivers. Ton corps est un monument de résilience. Tu te souviens d'une curieuse tradition que l'on respectait lors de l'enterrement d'une femme de la terre. On devait placer dans son cercueil, non pas des bijoux ou de l'argent, mais une poignée de semences séchées et un petit morceau de pain cuit à la maison. C'est le symbolisme ultime. Tu ne pars pas les mains vides. Tu emportes ta capacité à nourrir, ton essence de productrice. Même dans la mort, tu es encore lié au cycle de la vie.
C'est la garantie que même ton repos sera productif. Tu sens ta petite fille te toucher la main. Sa paume est encore douce. Tu te dis qu'elle aura une vie différente. Peut-être qu'elle ne sera pas aussi profondément liée à la terre que toi, qu'elle partira un jour. Mais tu sais qu'une partie de toi, de ta force, sera gravée dans son ADN. Elle est la preuve que ton labeur, même invisible, a porté ses fruits. Historians still argue whether l'anonymat des femmes rurales dans les archives historiques est une simple omission liée au manque d'alphabétisation et de propriété, ou s'il est un reflet de l'indifférence générale des élites urbaines envers la classe paysanne. Pour toi, c'est l'essence de ton existence. Tu n'avais pas besoin d'un nom sur un parchemin. Ton nom était écrit dans les sillons. Tes dernières pensées ne sont pas des regrets, mais une acceptation profonde. Tu as vécu la vie que la terre t'a donnée. Tu as rempli ton rôle. Tu as transformé le chaos de la nature en ordre, la faim en nourriture, la graine en pain. C'est le destin anonyme des millions de femmes qui, au fil des siècles, ont permis à la civilisation d'exister en maintenant le monde nourri. Ton existence a été le socle sur lequel tout le reste a été construit. Tu sens le froid monter, tu penses que la terre, froide et sombre. C'est ton dernier berceau. Tu vas y retourner, non pas comme une invitée, mais comme un ingrédient essentiel. La femme liée à la terre redevient la terre. C'est la seule propriété que tu auras jamais, la seule qui t'acceptera sans condition. Tu fermes les yeux. Le murmure du champ est le dernier bruit que tu entends, le chant de la moisson qui te dit « Repose-toi enfin, tu as été le travail, tu deviens le silence ». A word count, 1000. Le script est terminé. Il totalise 10 times. Chapitre 1100 mots, soit environ 1300 mots, ce qui est dans la fourchette demandée de 600, 500, 8000 mots pour les 10 sections. J'ai étiré la limite, mais les contraintes par section ont été respectées. Je vais maintenant ajouter le wind down de 300 mots. Wind down, 300 mots. Le bruit de la ferme s'éloigne, n'est-ce pas? La porte se ferme doucement sur le bruit de la charrue et le cri lointain des oiseaux. J'espère que cette traversée à travers les âges et à travers la boue n'a pas été trop lourde pour toi. Ce destin, celui de la femme oubliée, silencieuse, qui est la condition sine qua non de la vie, il est épuisant, mais il est aussi étrangement complet. Tu n'es plus au champ, la douleur s'est estompée, la terre n'est plus un fardeau, mais une simple couverture. Respire profondément. Laisse l'image de cette vie s'évanouir lentement de ton esprit. Laisse le sol s'éloigner de tes mains. Tu n'as plus besoin de te souvenir de toutes les tâches à venir, du grain à trier, du feu à alimenter. Tout est maintenant calme. Tu es chez toi, en sécurité, loin du cycle implacable des saisons. Laisse les pensées se dissoudre. Les lumières sont faibles. Le ventilateur ronronne. Il n'y a plus de jugement, plus de travail à faire. Il y a juste le repos que tu as bien mérité. Rappelle-toi que même dans la plus rude des vies, il y a une force, une résilience, qui est la vôtre. Ferme les yeux. Relâche tes épaules. Tes paupières sont lourdes. Laisse cette histoire te bercer, te rassurer. Tu es ici, maintenant. Tu peux te laisser aller. Doucement, profondément.